Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpj.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Le webinaire à suivre s'intitule Comment parler des sciences aux ados. Sachez que vous avez un espace questions-réponses sur lequel vous pouvez tout au long du webinaire poser vos questions. Nous prendrons quelques minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous, je suis Jérôme Blanchard, rédacteur en chef de Sciences et Vie Junior, et je vais vous parler de la question un peu fondamentale dans mon métier depuis presque 20 ans, c'est comment parler de sciences aux adolescents. Donc je commence par me présenter. Donc, Sciences et Vie Junior, j'en suis le rédacteur chef depuis 3 ans, mais c'est une histoire qui remonte à un peu plus longtemps, c'est-à-dire que j'étais au collège lorsque le premier est sorti en 1989, et je suis entré à la rédaction en 2005. Voilà. Maintenant que les présentations sont faites, je vais vous lancer un petit PowerPoint. Voici. Voilà. Donc, Sciences et Vie Junior, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journal de sciences pour les adolescents. Nous sortons ce mois de décembre le numéro 400 avec un invité de marque, comme vous pouvez le voir. Il suffit de comparer avec les couvertures du numéro 1 pour voir que ça a un petit peu changé. Mais déjà, on était à la pointe de la technologie. Alors, avant de se demander comment parler de science aux enfants et aux adolescents, il faut se demander pourquoi on leur parle. On leur en parle. Il y a tout de suite une motivation assez noble finalement. C'est leur fournir le moyen le plus honnête et le plus objectif qui soit pour comprendre le monde et l'analyser. En faire en quelque sorte des citoyens éclairés. Ça, c'est vraiment le but très noble de la vulgarisation. L'exemple de l'environnement et de la crise climatique est un bon exemple, hein. Là, c'est un magazine de 2005, c'est le premier auquel j'ai participé. Et voilà, sur le réchauffement climatique, c'est vrai qu'on a participé à la formation des citoyens. On a vraiment, entre les années 2005 et 2015, on a vraiment rabâché ces sujets, etc. Et on a participé, je pense, à l'édification des citoyens. Ces tweets-là qui en témoignent me font penser qu'on y a un petit peu réussi. Alors, pardon, Jérôme, je me permets de vous interrompre Oui. parce qu'on n'a pas le PowerPoint. Je vous laisse Ah, faire vous la n'avez pas. manipulation. Ouais, je vous Ah, laisse d'accord, faire le partage excusez-moi. d'écran. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci, vous en faites pas. Juste Euh, partager l'écran. ouais, diaporama, tac, à partager. Ah, excusez-moi. Ah, Voilà, je me voilà, suis super. confus. Voilà, excusez-moi. Donc, voici le fameux. euh, Donc, comme je vous le disais, l'environnement, c'est un bon exemple du rôle de la science, hein, pour qu'on en parle aux enfants, c'est vraiment en faire des citoyens éclairés. Maintenant qu'on sait pourquoi on le fait, reste la question des moyens. Donc, en fait, on va dire que d'abord, ce qui est important, c'est offrir aux enfants une information juste et compréhensible. Euh, Ça, c'est vraiment la base du journalisme. Il faut savoir interviewer des scientifiques. Il faut savoir les comprendre. Et ça, c'est un vrai travail de traduction, en fait, parce que lorsqu'on regarde une publication scientifique, c'est-à-dire les articles par lesquels les scientifiques délivrent le résultat de leur recherche, on dit qu'il y a vraiment du boulot, hein. C'est écrit en anglais, dans un langage très technique, et ça manipule des concepts vraiment compliqués. Donc, notre premier travail, c'est la traduction. Et comme tous les traducteurs, le vulgarisateur doit comprendre la langue d'origine. C'est pourquoi à la rédaction, nous avons tous une formation scientifique, en plus d'être journalistes. Il y a des physiciens, des biologistes, des ingénieurs ou des historiens. Ça, c'est vraiment important. Il faut comprendre le langage d'origine. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut aussi interviewer les chercheurs pour vraiment comprendre à fond leurs recherches. Une de nos techniques, c'est vraiment de jouer les andouilles, quoi. C'est-à-dire, on repose des questions, on reformule, on les fait reformuler, pour essayer de vraiment aller au fond de la compréhension des sujets.
Et puis, il faut aussi, ce qui est important, interviewer d'autres spécialistes du domaine pour qu'ils puissent apporter de la contradiction. Parce que c'est une caractéristique de la science qui est important aussi de donner à comprendre à nos lecteurs. Euh, c'est que la science se construit sur la contradiction. Elle ne prétend pas détenir la vérité. Aucune recherche ne prétend détenir la vérité. On l'a vu avec le Covid, par exemple. Elle se pose plutôt comme la meilleure méthode possible pour décrire le monde, mais une méthode imparfaite et qui évolue constamment, quoi. Donc c'est ce qui est vraiment beau avec la science, hein. Elle est d'une ambition folle, mais elle est très humble à la fois. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette citation de Charles Darwin, qui, au moment où il sortait sa théorie de l'évolution, n'hésitait pas à pointer ses défauts, ce qu'il n'arrivait pas à y voir. Depuis, on a montré que, je vous rassure, que l'œil a pu être formé par sélection naturelle. Mais enfin, il y a il y a quelque chose d'un peu humble qui est assez magnifique. Donc, bien vulgarisé, si vous voulez, c'est rendre compte des découvertes de la science, sans taire les zones d'ombre et de doute qui, pour certaines, ne seront jamais levées. Ensuite, se pose, comment dire, ça c'est la question de la... Attends, excuse-moi, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc la deuxième chose, là on est vraiment sur quelque chose de spécifique à la vulgarisation pour les enfants et pour la jeunesse, c'est ce qu'on appelle la chasse aux boîtes noires. C'est un peu on ne l'appelle qu'à la rédaction de Sciences et Junior comme ça, hein. Si vous voulez, lorsqu'on s'adresse à des adultes qui s'intéressent, en particulier quand ils s'intéressent déjà à la science, on peut se permettre d'écrire champ électromagnétique ou sélection naturelle, sans plus de commentaires. Mais pour les jeunes, c'est impossible. Parce que ils savent pas, c'est tout simplement pas au niveau de connaissances au niveau collège, quoi. Donc, on a vraiment toute une partie de la rédaction, notamment les rédac-chefs adjoints, qui sont sur le dos des rédacteurs pour qu'ils dépiotent ces concepts, les triturent et qu'ils les expriment sous forme de périphrases, de métaphores, pour qu'elles soient compréhensibles avec un bagage scientifique de niveau collège. Bon, en réalité, la recette fonctionne aussi avec les parents, qui piquent souvent le journal à leurs enfants. Alors ensuite, on a notre information carrée, béton, etc. On entre dans la partie un peu plus compliquée, c'est comment faire en sorte que les enfants en prennent connaissance, c'est-à-dire comment les présenter sous une forme attractive. C'est là que ça devient rigolo et compliqué aussi, mais c'est là où on entre vraiment dans le cœur du sujet. Donc notre journaliste est là, il a enquêté, il comprend son sujet de fond en comble. Reste la partie compliquée dont je vous parlais tout à l'heure, donc voilà. Quand on écrit pour un public, en fait, il faut se demander absolument, avant toute chose, pourquoi vous lit-il? Que cherche-t-il lorsqu'il ouvre votre magazine ou votre livre ou clique sur votre vidéo YouTube? Bon, vous, votre objectif, c'est d'en faire un citoyen éclairé. Mais est-ce que c'est le sien? Est-ce que c'est son désir? Pas sûr. Est-ce que c'est la soif de connaissance? Certainement, mais pas seulement, hein. Il faut être réaliste. La motivation numéro 1 du collégien, après une journée de cours suivie d'une session de devoirs, est de se divertir. Ouais, il veut se détendre. S'amuser intelligemment, mais avant tout s'amuser. Et donc, nous, notre job, c'est de multiplier les subterfuges. En fait, j'aime bien l'idée qu'on fasse passer des connaissances en contrebande. Pour parler de science aux ados, en fait, il faut les enrober d'informations, il faut enrober les informations qui sont souvent complexes sous des tas de déguisements attrayants. Je vais prendre quelques exemples tirés de Sciences et Vie Junior pour vous livrer quelques-unes de nos recettes. Alors, voici un article que j'ai écrit en 2021. J'ai une passion pour le mésolithique. Voilà, là, je vous parle de moi, hein. C'est une période de la préhistoire située entre le paléolithique, donc c'est l'âge des chasseurs de rennes et de mammouths, hein, des grottes ornées, de lascaux et de chauvets. Donc c'est coincé entre ce paléolithique et puis le néolithique, qui est l'âge des éleveurs et des cultivateurs. Donc c'est une période de transition dont il reste très peu de traces, qui est un peu écrabouillée entre ces deux voisins-là, qui sont très encombrants, très intéressants. Voilà. Mais le mésolithique, il est un peu méconnu, quoi. C'est un peu un truc de geek de la préhistoire. Moi, voilà. Je n'aurais jamais connu ça si je ne l'avais pas étudié à la fac. Il se trouve qu'en région parisienne, dans le massif de Fontainebleau, se trouvent des milliers d'abris gravés du mésolithique. Bon, c'est de simples traits parallèles, un peu entremêlés, c'est vraiment pas aussi excitant que Lascaux a priori. Mais enfin,
J'ai mis en scène ma quête de ces abris pendant plusieurs jours en forêt pour embarquer les lecteurs avec moi plusieurs millénaires en arrière. Et une fois qu'ils avaient fait tout ce chemin avec moi, qu'ils se retrouvaient au milieu des bois, dans une situation concrète, enrobés d'un soupçon d'aventure, je pouvais enfin leur expliquer ce qu'était le Mésolithique et raconter ce que les archéologues savent de ces humains injustement méconnus, si vous voulez mon avis subjectif. Donc, notre subterfuge numéro un, c'est vraiment ça, c'est raconter des histoires. Ensuite, le subterfuge numéro 2 concerne l'aspect visuel des articles. Contrairement à un roman ou un magazine se lit vraiment, il ne se lit pas de la page 1 à la page 100 dans un ordre bien défini. Il se feuillette, il se picore. Et il faut multiplier les entrées pour happer le lecteur dans chaque article. Par exemple, ce que vous voyez sous les yeux, là, sous vos yeux, vous voyez que cet article ne se résume pas à juste un texte. On a un titre, en dessous on a un chapeau, on a des intertitres, on a, comment dire, une exergue, on a des légendes de photos, on a des encadrés, on a des zooms. L'idée, si vous voulez, c'est de multiplier les entrées afin que ça bloque comment dire, ça happe le lecteur en espérant que, happé par un petit détail comme ça, il va s'y arrêter et puis il va lire l'article lui-même. Donc, il s'agit, comme je vous le disais, de soigner les apparences. Donc, évidemment, après, il y a tout ce qui est les images. Donc, voici par exemple notre portfolio d'intro, c'est on joue l'image spectaculaire. On fait des pleines pages, vous voyez, avec des textes relativement courts. Là, encore une fois, l'idée, c'est de happer notre lecteur avec une image qui va l'interpeller. Et puis, qu'ils se disent, quoi, c'est quoi ce truc? Regardez ce croisement improbable entre un escargot et un éléphant. Bon, voilà. Après, je vous défie de ne pas lire ce qui est écrit en bas pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, encore une fois, on est dans l'idée de happer le lecteur avec une image un peu forte afin qu'il lise notre article. Donc ça, c'est vraiment la photo est vraiment primordiale dans notre magazine. Ensuite, autre type d'illustration, c'est ce qu'on appelle le dessin d'humour. On l'utilise beaucoup en fait dans des articles assez compliqués. Par exemple, ici, c'était un article sur les techniques que d'éventuelles civilisations extraterrestres pourraient utiliser pour signaler leur présence. Et donc, que nous, éventuellement, on pourrait observer. Donc, on a un texte qui est assez costaud. On a des infographies qui sont qui parlent de physique et tout, qui sont assez raides. Autant dire qu'un lecteur qui va feuilleter le magazine, c'est pas l'infographie en bas à gauche qui va l'arrêter. Donc, on a beaucoup recours au dessin d'humour. Donc là, vous voyez, il y a une petite blague avec des bulles, etc. Et l'idée, c'est toujours la même chose. C'est amuser le lecteur et le mettre dans de bonnes dispositions vis-à-vis du texte qui accompagne l'image. Et puis peut-être que si on a un peu de chance, ce sera suffisant pour qu'il s'y plonge, tout simplement. Et donc voilà, c'est encore un type d'accident visuel, on va dire, pour amener le lecteur à lire notre article. Alors, les infographies, c'est vraiment l'une des marques de fabrique de Sciences & Vie Junior. En sciences, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Le langage visuel, l'explication visuelle, parce que certains concepts scientifiques peuvent être expliqués à l'écrit, ils sont même plus faciles à expliquer à l'écrit. D'autres, en revanche, sont tellement étrangers à notre échelle, à notre système de pensée que les mots ne suffisent pas à les exprimer. Ah oui, j'ai même du mal à l'exprimer moi-même là. C'est par exemple le cas en chimie ou en biologie. Lorsqu'on parle d'éléments si petits qu'on n'en a aucune représentation visuelle bien définie. On va vous donner des mots, des atomes, etc. Protons, des bosons, ce genre de choses. Vous n'avez absolument rien qui va apparaître à votre esprit. Et c'est là que l'infographie peut nous aider. Là, c'est carrément l'échelle inverse, si vous voulez. C'est un tunnelier géant qui est
actuellement à l'œuvre pour creuser les tunnels des futurs métros du Grand Paris. C'était une machine énorme, une mécanique très complexe. Et là, finalement, la décrire sous forme d'une énorme image où son fonctionnement est séquencé, bah, ça simplifie tout. C'est une forme d'écriture qui permet de se dépatouiller finalement de ces informations un petit peu complexes. Et puis, en plus, de façon spectaculaire. Donc là, finalement, l'infographie, elle coche 2 cases. Le côté accident visuel dont je vous parlais tout à l'heure, et puis information scientifique en tant que telle. Donc, l'infographie, c'est vraiment quelque chose qui est central en vulgarisation pour la jeunesse. Ça simplifie tout, en fait, si vous voulez. Notre directeur artistique, donc c'est celui qui s'occupe de l'aspect visuel du magazine, et il a l'habitude de sortir à tout bout de champ l'expression suivante: une image vaut 1000 mots. Bon, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, parce que moi, je suis du côté plume de la rédaction, mais parfois, il faut bien admettre qu'il n'a pas tort. Et puis, je vais vous livrer le subterfuge ultime. Enfin, je le fais un peu mousser, hein, mais voilà, il y en aurait bien plein d'autres, mais si vous voulez, ce dernier subterfuge, c'est en quelque sorte une combinaison des précédents. Il s'agit d'imaginer un angle complètement fou pour son article et de le mettre en image de façon tout aussi folle. Alors, je suis désolé, je vais encore vous parler de l'un de mes articles, mais simplement que ce sont ceux-ci qui me sont venus spontanément à l'esprit lorsque j'ai préparé cette présentation. Donc, voici le titre de l'article, Devenir chasseur de météorites. Bon, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est au-dessus, vous voyez que la rubrique s'appelle « L'expérience à ne pas faire vous-même ». Alors, c'est une rubrique qui n'existe plus, qui a vécu 2 ans. Ça, c'est un des trucs importants dans la vulgarisation dans un magazine, c'est de se renouveler régulièrement pour avoir des nouvelles idées, des nouveaux angles. Donc, l'idée de cette rubrique, c'est que le rédacteur expérimentait une situation systématiquement mortelle. Bon, pas en vrai, évidemment, hein, mais en texte. Tandis que le lecteur se régalait de ses mésaventures, hein, on glissait, toujours en contrebande, hein, je vous parlais de contrebande d'informations, donc des informations autour d'un thème. Donc on a fait le volcanisme, la reproduction des autruches, on a fait la physiologie du corps pendant un ultra trail. Et puis ici, on s'est intéressé aux effets immédiats de l'impact du plus fameux des astéroïdes, hein, celui qui a éliminé les dinosaures il y a 66 millions d'années. Donc, passons sur le texte pour s'intéresser au visuel. Donc, le texte, je vous expliquais, le subterfuge, hein, c'est un angle complètement tordu. Je me suis retrouvé projeté sous l'astéroïde, l'astéroïde qui est tombé sur la Terre il y a 66 millions d'années. Et on met en situation de cette manière-là. Après, il y a le visuel. Donc, ça a commencé par une séance photo que voici. Puis, un illustrateur l'a retravaillé, ce qui a donné le résultat que voilà. Donc oui, au passage, il ne faut pas avoir peur du ridicule, hein. Franchement, c'est pas mal pour parler de la science aux ados, faut donner de sa personne. Bon bref, voici l'aspect final de l'article qui a beaucoup plu, hein. Donc là, c'est une sorte de synthèse de tout ce que je vous ai expliqué avant. Il y a de multiples entrées, un visuel marrant, une photo étonnante. Là, c'est une voiture qui s'est pris réellement un petit astéroïde, un astéroïde d'une dizaine de kilos quand même. Donc voilà, c'est un peu la synthèse de tous les subterfuges dont j'ai pu vous parler précédemment. Alors, si on devait résumer, on va reprendre la question de départ. Comment parler de science aux adolescents? Le secret, c'est vraiment d'allier 2 ingrédients qui, de prime abord, ne semblent pas du tout faits pour se marier. D'une part, une rigueur absolue concernant la collecte des informations et surtout leur traduction. Faire en sorte que ce soit traduit de façon simple, mais pas fausse. Donc ça, c'est un travail qui demande une vraie culture scientifique. Et puis, à côté de ça, il faut un énorme travail sur la mise en scène textuelle et visuelle. Il s'agit de faire vraiment d'une matière première qui est en apparence aride, et qui raconte plein de choses, mais qui est vraiment aride et complexe, un spectacle, quoi. Il faut que ce soit étonnant, que ce soit amusant. Donc,
en réfléchissant à des mots qui pouvaient synthétiser ça pour ce webinaire, j'en suis venu à ces deux mots de métier finalement qui correspondaient bien aux deux pôles de notre travail. Il faut être à la fois des traducteurs et des metteurs en scène. Donc, je vous remercie de votre attention. Et voilà, ça fait 20 minutes et j'espère, je vais me jeter sur vos questions. J'espère qu'il y en a. OK. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. On peut laisser quelques instants aux personnes pour poser. Est-ce que vous serez présent sur le salon? Oui, je serai présent mercredi matin à 9h30. Je fais une présentation auprès d'une classe de collège du journal. Alors, ça sera vraiment sur comment on fabrique un journal de sciences. Donc, je vais parler de tous les métiers présents dans, dans la rédaction. Voilà, des maquettistes, les secrétaires de rédaction, directeurs artistiques, les journalistes scientifiques. Voilà, on est une vingtaine à la rédaction. Donc voilà. Alors, il y a Suzanne qui nous demande, y a-t-il des considérations de longueur d'article? Oui, alors c'est une super question parce que oui, c'est central. On se pose beaucoup de questions à ce sujet-là. On a un petit peu tendance à penser que les lecteurs se lassent un peu plus vite. Ils lisent des articles de plus en plus courts. En fait, on a des stagiaires de troisième qui viennent régulièrement à la rédaction. Donc, on les teste un petit peu. Et c'est vrai que on a des articles qui font 2 pages, 4 pages ou 6 pages de façon générale. Quand on fait un 2 pages, voilà, c'est un article qui fait dans les 4000 signes, si on veut parler technique. Pour une, ça passe tranquillement, si c'est bien raconté, etc. Quand on passe sur 4 pages, 8000 signes, il va falloir déjà le casser un petit peu, mettre des encadrés, etc. Et puis, il faut vraiment tenir le choc. 6 pages, donc si vous voulez 12 000 signes, ça devient compliqué. Parce que c'est assez long et donc on essaie le plus possible de le casser, encore une fois. Le problème, c'est qu'en sciences, comme c'est une matière complexe, c'est parfois impossible de faire court, quoi, tout simplement. Donc on est toujours un peu taraudé, étiré entre ces deux choses qui sont ces deux impératifs, si vous voulez, qui sont de faire court pour pouvoir avoir plus de chances d'être lu, et puis faire suffisamment long pour pas dire de bêtises, et puis aller au fond des sujets. Alors, Esther qui demande également, comment faites-vous les choix des thèmes? Alors les choix des thèmes, on a ce qu'on appelle la veille. Donc chacun, je vous parlais de la rédaction, on a tous un peu nos spécialités. On a toute une part de veille scientifique, donc on surveille ce qui se fait dans les publications scientifiques, l'actu. Par exemple, là, il y a eu le lancement du module Orion qui a fait le tour, qui est parti du côté de la Lune, là, qui est le début d'un grand programme spatial de stations qui orbiteraient autour de la Lune. Ça, c'est le genre d'actu que l'on surveille. On lit les publications scientifiques, voilà. Et puis, puisqu'on parle de la jeunesse, c'est pas tout de parler d'actu scientifique parce qu'au fond, c'est pas leur seule motivation. C'est, comme je vous le disais, c'est s'amuser et s'étonner du monde, quoi. Donc, on a toute une partie aussi à se creuser la tête en fait pour trouver des angles originaux sur des choses qui ne sont pas forcément d'actualité. Par exemple, j'ai un exemple là dans le dernier. J'ai lu le livre d'un chimiste qui était vraiment passionnant, quoi, qui parle de la molécule la plus inflammable au monde. Voilà, c'est une molécule qui a été conçue, qui était tellement inflammable que les nazis ont essayé de l'utiliser pour leur lance-flammes et elle mettait le feu au lance-flammes, si vous voulez. Donc c'est un monstre de la chimie, si vous voulez. Et j'ai pensé monstre de la chimie et du coup, on a fait un papier qui s'appelle Les monstres de la chimie et on s'est intéressé à la plus inflammable, la plus froide, la plus noire. Qu'est-ce qu'il y a encore Enfin voilà, celle qui est la plus pimentée. Donc voilà, c'est un peu le fait d'avoir une culture scientifique et de toujours être un peu aux aguets de ce qui se fait, etc. C'est la deuxième façon de produire des idées d'articles.
c'est la plus intéressante à mon sens, puisque tout ce qui est actu, etc., c'est quelque chose c'est évidemment passionnant, mais c'est très commun à la presse scientifique adulte et adolescente. Le fait dégoter des angles un peu plus amusants, c'est un peu ce qui fait le sel de notre, de notre travail, quoi. Justement, il y a Suzanne qui demandait exactement ça. Avez-vous des techniques pour trouver des angles originaux? Mais vous venez d'y répondre. Il y a également Diane qui demande comment faites-vous pour rester en phase avec les attentes de votre lectorat, par contre, qui par définition se renouvelle en permanence? Ouais, alors c'est vrai que bah, ça, c'est la question ultime, on va dire. Parce que nos lecteurs, effectivement, Sciences et Junior, faut se dire qu'il y a autour de 100 000 lecteurs, ce qu'on fait 100 000 abonnés, ce qu'on fait un gros magazine. Mais ces abonnés, en gros, ils se renouvellent tous les 2 ans et demi, 3 ans. Donc effectivement, ça tourne. Et, euh, et moi, donc, je suis là depuis 2005, donc j'ai vu des évolutions, notamment, c'est un peu, je pense que tous les gens qui sont ici, qui sont dans l'édition et tout, le sentent un petit peu. Les adolescents se tournent vraiment massivement vers le numérique, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'accompagner tout en disant, bon, bah, en disant qu'on a aussi, enfin, l'écrit hors écran a quand même encore une place. Mais on essaie de suivre ce qu'ils font. Mais par exemple, on se retrouve confronté à des problèmes. C'est-à-dire que TikTok, par exemple, bon, bah, on n'approuve pas nécessairement qu'ils soient sur TikTok. On leur explique comment les géants du web manipulent le cerveau pour rendre accro, quoi. Et puis en même temps, c'est leur culture. Est-ce qu'on parle de la science sur TikTok? Voilà, on est toujours un peu je ne vais pas dire que c'est du bricolage, mais enfin, on n'a pas, si vous voulez, on n'a pas la méthode absolue, quoi. Ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on visite beaucoup de collèges. On a des stagiaires qui viennent tous les ans. Donc, en fait, là, on a des retours de nos lecteurs, évidemment. Donc, si vous voulez, il y a toute une partie du magazine où on se dit, bon, bah, on n'a pas besoin d'être trop en phase quelque part. On est en phase dans la forme. On essaie de faire une forme la plus intéressante possible, etc. Et puis, il y a toute la partie générationnelle on- où les articles sur Internet, sur les loisirs, etc., où là, on fait un peu plus attention à ce que nos stagiaires nous racontent. Alors, il reste 2 minutes, donc une dernière question, pardon. Alors, Suzanne qui demande, est-il facile d'obtenir des rendez-vous avec des scientifiques pour recueillir des infos? Alors, ça dépend. Quand on a Sciences et Vie Junior, c'est assez facile parce que le magazine est connu. Après, il y a quelque chose de très culturel chez les scientifiques, c'est-à-dire que vous contactez un Américain ou un Australien, quoi que ce soit, il vous répond, même un très haut scientifique, hein, c'est impressionnant, il vous répond généralement très vite, quoi, alors qu'ils ne connaissent pas Sciences et Vie Junior, hein, donc voilà. En France, c'est en train de changer, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas, et les scientifiques sont de plus en plus prêts à communiquer. Et puis, il faut se dire que c'est de la recherche, en France, c'est de la recherche publique, et une de leurs missions, c'est de transmettre. Donc, euh, donc, ça leur, on les dérange pas en fait. Enfin, bon, certains à titre individuel vont se sentir dérangés, mais on les dérange pas. Deux, ça leur fait plaisir de parler en fait, parce que c'est des gens qui font des trucs géniaux, mais un peu dans leur coin. Et enfin, en général, ils sont très bienveillants pour parler de leurs recherches ou commenter celles des autres. Ou un thème, etc., quoi. Donc, faut y aller en fait. Ce qu'il faut, c'est pas passer par les services com, petit truc. Maintenant, on trouve les coordonnées d'un spécialiste direct, hein, son mail, son téléphone. Il faut y aller direct et prendre le temps de lui expliquer. La plupart seront ravis de, de- de répondre à vos questions et de parler de leur champ de recherche. Merci beaucoup, Jérôme. On arrive au terme de ce webinaire. Sachez pour ceux qui ont suivi le webinaire qui sera disponible en replay après le salon, les webinaires seront mis en ligne sur l'espace Marcom après le salon et également sur YouTube, le YouTube du Salon du Livre en janvier, par contre, pour les replays sur YouTube. Je vous remercie beaucoup.
Très bon salon, très bon après-midi et je vous dis à Ouais. très bientôt. Merci à tous.